Alors, à cause de mes intérêts pour la structure de dominance matrilinéaire des macaques, je m'étais intéressé par la force des choses à la parenté. Et pendant 20 ans, et je ne m'en suis pas rendu compte à ce moment-là, j'étais devenu une espèce de spécialiste de la parenté chez les primates. D'ailleurs, en 2001, il me vient une idée que, après m'avoir je trouvais saugrenue, je me suis dit, mais il n'existe pas de livre sur la parenté chez les primates. Et tout de suite, je me souviens, en une seconde, j'ai le titre, c'était Kinship and Behavior in Primates. Mais oui, il faut que j'édite un livre qui va s'appeler Kinship and Behavior in Primates. La parenté est très importante chez les primates et il n'y avait jamais eu de synthèse. Alors, j'ai contacté une collègue à moi qui avait fait son doctorat avec moi à Cambridge, Carol Berman, qui travaillait sur eux, que j'avais rencontré d'ailleurs à Cayo Santiago avec les macaques. Et on est devenu co-éditeur de ce livre-là. On est allé chercher une vingtaine ou 22 auteurs, parmi les meilleurs au monde, là. On a édité ce livre-là chez Oxford University Press, qui a été très, très bien accueilli et qui était la première synthèse sur le sujet. Puis c'est à peu près à cette époque-là, je me suis rendu compte, dans le fond, que j'avais vraiment envie, maintenant, puis que je me sentais mûr pour la première fois, de passer de l'étude des primates en soi à ce qu'ils veulent dire pour le comportement humain. Là, je l'avais enseigné, mais c'est pas quand on enseigne qu'on pousse nécessairement loin. Il faut vraiment faire de la recherche sur le sujet. Et le sujet était idéal quand on y pense, parce que la parenté, s'il y a un sujet qui est au cœur de l'anthropologie et de la naissance de l'anthropologie, c'est la parenté. L'anthropologie est née avec la parenté, avec le Morgan, à la fin du 19e siècle. Et comme le disait Robin Fox, dont je parlais tout à l'heure, un très bel aphorisme, il disait la parenté est à l'anthropologie ce que le nu est à l'art et la logique à la philosophie. C'est la base de la discipline. Vous ne pouvez pas comprendre les sociétés humaines si vous ne comprenez pas leur système de parenté. D'autant plus que quand vous travaillez sur des petites sociétés, évidemment. C'est moins le cas dans nos grandes sociétés occidentales, industrielles ou étatiques. Mais si vous allez chez les chasseurs-cueilleurs, hein, évidemment, c'est absolument fondamental. Donc, finalement, je connaissais bien la parenté chez les primates, puis j'avais un sujet en or pour faire des liens. C'est la parenté humaine. Mais je ne connaissais pas grand-chose sur la parenté humaine. Et ça me faisait peur. C'est-à-dire que là, je faisais face à la question suivante. Vais-je me lancer, parce que je voulais le faire sérieusement, vais-je me lancer dans une étude approfondie de la parenté humaine, où je vais faire comme la plupart des primatologues qui parlent du comportement humain, et ça, c'est assez typique des gens qui font entre guillemets, de l'interdisciplinarité. Ils se basent sur leur connaissance de l'humain, leur connaissance personnelle de l'humain, pour faire des rapports avec leur connaissance scientifique des primates. Mais ça ne donnera jamais... Ils ne connaissent pas les auteurs anthropologues. Ils ne connaissent pas l'humain en tant que scientifique qui travaille sur l'humain. Donc, souvent, ça donne des comparaisons superficielles. Alors, je me suis dit, non, c'est pas ça que je vais faire. Je vais vraiment foncer. Et quand je regarde ça en rétrospective, j'aurais pris 4 ans pour écrire le livre dont je vais vous parler, mais j'ai vraiment plongé dans l'étude de la parenté en lisant plusieurs livres, notamment beaucoup Lévi-Strauss. Je vais expliquer pourquoi dans quelques instants. Mais ça a été un changement de carrière. Le laboratoire venait de fermer, et là, pendant 12 ans jusqu'à maintenant, je n'ai fait que de la réflexion. Je n'ai fait que de la réflexion théorique sur la signification des primates pour comprendre l'être humain. J'ai commencé avec la parenté, je suis passé ensuite au statut, et là, je suis rendu à la culture. Ce qui était frappant quand j'ai suivi mes cours de parenté au bac, et ce qu'il l'était aussi, ce qu'il l'est encore aujourd'hui quand j'entends mes collègues me parler de leurs cours sur la parenté, et ce qu'il est aussi quand je lis n'importe quel texte sur la parenté, il n'est jamais fait mention de biologie, des bases biologiques de la parenté. Quand on ouvre un manuel d'anthropologie, puis on va au chapitre religion ou au chapitre économique, puis on arrive au chapitre parenté, on se fait dire qu'il existe différents systèmes de parenté qui sont extrêmement variables l'un à l'autre. On s'est toujours présenté une grande diversité. C'est la même chose avec les religions, les systèmes économiques, les systèmes politiques. Mais oui, mais pourquoi la religion? Pourquoi la parenté? Fondamentalement, d'où ça vient? Pourquoi? Alors moi, c'est le genre de questions qui m'intéressaient. Et comme j'avais étudié la parenté chez les primates, je savais pertinemment que les primates reconnaissent leurs apparentés, jusqu'à un certain degré d'apparentement. Ils évitent l'inceste.
Ils ont des rapports préférentiels avec leurs apparentés. Ils ont l'équivalent comportemental d'un lien à long terme, d'un mariage. Ce n'est pas un mariage, mais ils ont l'équivalent comportemental d'un lien reproducteur stable. Ils ont des groupes de parenté, ils ont des systèmes de transfert qui créent des systèmes de résidence liés à l'apparentement. Donc, il y a plein de rapports à faire. Ils ne se reproduisent pas dans leur propre groupe, je ne l'ai pas mentionné, mais ils se reproduisent dans d'autres groupes. Donc, il y a une résidence post-reproductrice, post-maritale, si je peux dire. Donc, tout ça m'intriguait beaucoup. Et c'est un jour particulier, je me souviens, où j'ai eu fait un déclic, parce que Lévi-Strauss m'intriguait beaucoup avec toutes ces histoires qui me hantaient depuis mon bac, de mariage de cousins croisés et d'atomes de parenté, toutes sortes de concepts que je trouvais fascinants, mais en même temps, je me disais, où est-ce qu'il a sorti ça? Puis là, j'ai été lire rapidement, OK, le mariage de cousins croisés, je me suis rappelé ce que ça voulait dire et tout ça. Puis là, j'ai appliqué ça aux chimpanzés. Je me suis dit, les chimpanzés, est-ce qu'ils sont capables, est-ce qu'ils se reproduisent avec leurs cousins croisés ou avec leurs cousins parallèles? Et ça a été le déclic, ça a vraiment tout déclenché. J'ai réalisé que les chimpanzés avaient la possibilité de se reproduire avec leurs cousins croisés, mais pas avec leurs cousins parallèles. Le déclic va se produire un certain jour. Je me rappelle même où j'étais. Ce jour-là, je descendais tel escalier. Je dis non, ça se peut pas. Ça peut paraître insignifiant, mais pour moi, ça n'était pas insignifiant. Ce que je venais de réaliser, c'est que cette histoire de cousins croisés de Lévi-Strauss, à l'effet que, bon, il y a des règles de mariage préférentielles entre cousins croisés, défense d'un marié, des cousins parallèles et tout, ça m'avait toujours... je l'avais toujours en tête en me disant, bon, c'est des créations culturelles qui n'ont aucun rapport avec... qui, elles, probablement, n'ont pas de base biologique et tout. Alors qu'aujourd'hui, je suis convaincu du contraire. Mais à l'époque, je le pensais. Mais ce jour-là, je réalise que j'ai dit, bon, les chimpanzés, est-ce que les chimpanzés qui ont un système de philopatrie mâle, c'est-à-dire chez les chimpanzés, les femelles changent de groupe à la puberté et se reproduisent dans un autre groupe où elles restent toute leur vie durant. Les mâles restent dans leur groupe de naissance et se reproduisent. Donc, c'est un peu comme de la patrilocalité, entre guillemets. Alors, je réalise que chez les chimpanzés, à cause de ce système de résidence qu'on appelle la philopatrie mâle, philopatrie, aimer sa patrie, donc on reste dans son groupe, dans ce système-là, les mâles n'ont pas vraiment d'opportunité de se reproduire avec leurs cousines croisées. Parce que les femelles, excusez-moi, c'est exactement l'inverse, avec leurs cousines parallèles. Ils vont se reproduire, s'ils se reproduisent avec leurs cousines croisées. Ça ne veut pas dire qu'ils les reconnaissent comme telles, mais ils peuvent se reproduire avec leurs cousines croisées parce que celles-ci naissent dans d'autres groupes, ce sont les filles de leurs sœurs, et transfèrent dans leur propre groupe, où là, ils peuvent avoir des rapports de reproduction, des rapports sexuels. Mais avec les cousins parallèles, ça ne marche pas, parce que, par exemple, deux frères restent dans le même groupe, et les femelles s'en vont. Donc, ils ne pourront jamais se reproduire avec la fille de leur frère. J'avais réalisé donc que le système de résidence déterminait évidemment le système de parenté, mais le lien intéressant, c'était que ça ressemble étonnamment, et d'ailleurs Service le disait, Service, l'anthropologue, disait que les règles de mariage sont très liées au système de résidence. Et là, ça m'a lancé finalement dans l'étude de Lévi-Strauss. C'est là que je me suis dit, il faut que j'en sache plus sur Lévi-Strauss. Et j'ai passé à travers. Soyons honnêtes, pas dans tous les détails, mais les structures élémentaires de la parenté, je l'ai pas mal fouillé. Ça m'a amené évidemment à plein d'autres auteurs qui reniaient complètement, et je dirais de façon encore plus forte que Lévi-Strauss, des gars comme Schneider, l'américain Schneider, pour qui ou Geertz, pour qui la nature humaine est inexistante, les bases biologiques sont inexistantes. Alors, si on revient à Lévi-Strauss, ce que je réalise, c'est que Lévi-Strauss, avec sa théorie de l'alliance, ou théorie de l'exogamie réciproque, dans le fond, ce qu'il nous propose, mais il ne le dit pas comme ça, c'est ce que j'ai appelé une structure profonde, unitaire de la société humaine. Pour lui, l'exogamie réciproque pris dans son ensemble, c'est-à-dire des groupes qui échangent des partenaires sexuels, des partenaires de mariage, donc ce qui veut dire le mariage, des groupes de parents, des arrangements maritaux, de la parenté affinale, le fait qu'on reconnaisse et qu'on ait des relations préférentielles avec les parents de les apparentés de son époux ou les époux de ses apparentés. Tout ça, les alliances intergroupes qui en découlent, ce qu'il appelle l'atome de parenté, cette relation préférentielle entre un homme, sa sœur et
les enfants de sa sœur, cette espèce de triangle, pour lui, est fondamental, qui explique les relations avinculaires, les relations préférentielles entre l'oncle et la fille de sa sœur, les enfants de sa sœur, le fils, en fait, surtout de sa sœur. Les phénomènes de descendance, de filiation. Tout ça, pour lui, c'est un système. C'est un système qu'il décrit comme étant absolument fondamental. Et moi, je ne peux m'empêcher, comme primatologue, de voir des composantes primates partout là-dedans. Les frères, c'est que Lévi-Strauss part du point de vue, et c'est là qu'il contredit totalement la primatologie. Mais si on accepte ce point de vue-là, c'est pas bête. Il part du point de vue que frères et sœurs, père et fille, sont sexuellement attirés l'un vers l'autre. Que si ce n'était pas qu'il existe un tabou culturel, une règle culturelle, nous aurions des rapports sexuels spontanément entre très proches parents. Alors, il pense que le tabou culturel joue le rôle de contrer cette tendance naturelle à l'inceste. D'autre part, il dit, les êtres humains ont toujours eu besoin, il n'explique pas pourquoi, mais il dit, les hommes ont toujours eu besoin de faire des alliances intergroupes. Ça fait partie de notre nature. Et pour ça, ils avaient une structure mentale qu'il appelle la réciprocité. Donc, ils veulent faire des alliances, ils disposent d'une structure qui leur permet d'en faire, qu'il appelle la réciprocité, l'échange. Ils ont des parentes. Les hommes ont des parentes, des proches parentes qu'ils peuvent échanger dans le cadre de ces échanges-là, ce qui fabrique, ce qui génère des alliances très fortes parce que les parents maintiennent par la suite des relations à long terme avec leurs propres enfants. Donc, ça crée toute cette parenté affinale. Alors, pour Lévi-Strauss, toutes les composantes qui font partie de ce qu'on va appeler l'exogamie réciproque, son système d'exogamie réciproque entre groupes, comme je le disais, seraient des créations culturelles. Or, comme primatologue, je constate qu'il y a beaucoup de composantes qui sont partagées. Alors, la question se pose, est-ce qu'il se pourrait, en fait, c'est la question que je me suis posée, qui est devenue vraiment à l'origine du livre, est-ce qu'il se pourrait que le système que nous décrit Lévi-Strauss, qu'on va appeler l'exogamie réciproque, ça prend une dénomination, est-ce que ça se pourrait qu'il soit, c'était l'hypothèse que j'ai émise, ça serait le système, ça représenterait une structure profonde de la société humaine qui aurait donné lieu ensuite à de multiples versions culturelles qui vont de la société de cueilleurs-chasseurs à la société industrielle. C'est gros, là, ce que je dis là. Hein? C'est-à-dire qu'il y aurait un système de fond, il y aurait une organisation sociale humaine typique, comme il existe une organisation sociale de type chimpanzé typique, comme il existe une organisation de type gorille typique ou de type macaque. Hein? On sait que les chimpanzés forment tel type de groupe, tel système de reproduction et tout. Les gorilles, c'est très différent. Les gibbons, c'est encore plus différent. C'est des couples monogames. Quand on regarde ça, on se dit, logiquement, l'espèce humaine aussi doit avoir un système social qui lui est propre, qui lui est particulier. Mais il est impossible à discerner parce que il est enfoui, c'est l'hypothèse, sous une multitude de variantes culturelles. Donc, je reviens à Lévi-Strauss. Lévi-Strauss me fournissait une espèce de modèle plausible de ce que pourrait être, en tout cas, une partie de cette organisation sociale primitive et biologique, comme par exemple la structure sociale du chimpanzé, c'est un phénomène biologique, c'est-à-dire que c'est le reflet de ce qu'il est, de sa psychologie sociale qui lui est propre. Le système polygène du gorille est un reflet de la psychologie sociale qui a un fondement biologique du gorille, et ainsi de suite. Donc, il y aurait un fondement biologique, il y aurait d'abord une structure sociale profonde, humaine, qui aurait un fondement biologique. Évidemment, si on dit que ça pourrait être celle de Lévi-Strauss, ça contredit totalement ce que lui disait à l'époque. Il disait « Ne pensez surtout pas que ce que je suis en train de vous décrire là doit être interprété en termes chronologiques, que je suis en train de vous dire que la société humaine était ça et qu'elle est devenue plus complexe par la suite. » Il a toujours été dans une perspective, c'est toujours placé dans une perspective asynchronique, hein, très, très, très structuraliste. Donc, c'est pas Lévi-Strauss qui allait pousser dans ce sens-là. Au contraire, il a toujours aussi, de façon très explicite, nié la pertinence d'étudier les bases biologiques et même de se servir des primates. Je cite des citations précises de Lévi-Strauss à cet effet-là. La pertinence de se servir des primates pour comprendre
même les origines du comportement humain. Ça se comprend quand il écrivait en 49 les structures élémentaires de la parenté, parce qu'à l'époque, on ne connaissait rien sur les singes. Alors, il disait à cette époque-là, la vie sociale des singes, c'est le chaos, il n'y a pas de règles, il le dit explicitement. Mais en 85, quand il est au courant de l'existence de l'évitement de l'inceste chez les primates, il maintient son point de vue. C'est pas la même chose, c'est pas des règles, et c'est pas vraiment pertinent. Et il va même dire, on peut pas apprendre. Il dit les relations qu'on a avec nos chimpanzés, nos proches parents comme les chimpanzés, ce sont des relations de cousinage. C'est-à-dire que ce ne sont pas nos ancêtres. Il a évidemment raison. Il dit donc, on ne peut pas dire que, on ne peut pas se servir de l'un pour apprendre des autres. Il y a une erreur de raisonnement ici. On sait très bien, et c'est ce que Darwin nous a montré depuis 150 ans, que justement, deux espèces qui ont un ancêtre commun, comme le chimpanzé et l'être humain, qui ont un ancêtre commun, ont hérité de traits communs de cet ancêtre-là, ce qu'on appelle des homologies, des traits homologiques ou des traits homologues. C'est-à-dire le fait qu'on ait une main qui ressemble beaucoup à celle du chimpanzé, ce n'est pas un hasard. C'est parce que l'ancêtre commun, qui vivait il y a à peu près 7 millions d'années, avait une main qui ressemblait à une espèce de mélange des deux. Ça a donné d'un côté la main du chimpanzé, de l'autre côté la main humaine. Donc, c'est faux de dire que les relations de cousinage, chimpanzé-humain, ne peuvent pas servir à retracer les origines du comportement. Au contraire, c'est un outil extrêmement puissant pour retracer les homologies. Je ne sais pas si je me... c'est que, je répète, en comparant des espèces vivantes qui ont des ancêtres communs relativement récents, on peut inférer à quoi ressemblait, pour certains traits, l'espèce commune. C'est comme ça qu'on peut reconstituer l'évolution du langage, en fait, de plusieurs... parce que le langage se décompose en toutes sortes de morceaux ou de parties que les chimpanzés ont ou qu'ils n'ont pas, que les macaques rhésus ont ou qu'ils n'ont pas. Et on peut retourner dans le temps comme ça. Bon. Donc, Lévi-Strauss niait tout ça, mais moi, mon hypothèse, c'était que son système, malgré tout, représente une certaine version de ce que pourrait être le système originel, l'organisation sociale originelle du genre humain. Si c'est vrai, ce système-là qu'il nous présente, qui s'appelle l'exogamie réciproque, devrait être décomposable, devrait se décomposer en éléments, évidemment par définition plus élémentaires, qu'on pourrait retrouver, dont certains pourraient être retrouvés chez d'autres espèces de primates, et d'autres apparaîtraient comme spécifiquement humains. C'est l'hypothèse de départ du livre. Donc, ça a donné lieu à une analyse qui a débordé du projet initial, parce qu'initialement, c'était de comparer la parenté chez les primates et chez l'humain. C'est devenu, quelle est l'origine de la structure sociale humaine, et d'abord, quelle est-elle, cette structure sociale humaine? J'ai travaillé pendant 4 ans sur le sujet, à partir du modèle de Lévi-Strauss. Et la première étape a été justement, de décomposer ce système qui est parfaitement intégré qui, selon Lévi-Strauss, est un système qui est apparu justement spontanément, donc toutes les parties seraient apparues en même temps, par définition. Si le système a été créé et qui est fonctionnel de cette façon-là, toutes ces parties sont interdépendantes et sont apparues en même temps. Or, selon l'hypothèse phylogénétique, au contraire, il y a des éléments qui pourraient être très, très anciens, comme l'évitement de l'inceste, d'autres beaucoup plus récents, comme les arrangements maritaux, et d'autres entre les deux. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire dans l'analyse. Il y a 2 grandes étapes dans cette analyse-là. Il a fallu d'abord décomposer le système d'exogamie réciproque pour en fait trouver ces composantes biologiques. Et dans un deuxième temps, qui est complètement différent, c'est se dire comment toutes ces composantes qu'on retrouve chez différents primates ou seulement chez l'humain ont pu être mises ensemble, assemblées pour donner la société humaine en question. Donc, c'est 2 grandes parties du livre. D'ailleurs, chacun a à peu près 7-8 livres. Ici, je parle du livre qui s'appelle The Primeval Kinship, How Pair Bonding Gave Birth to Human Society, que j'ai publié en 2008 et qui ensuite a donné lieu à une traduction qui est sortie en 2015. Mais je m'empresse de le dire, ce qui est beaucoup plus qu'une traduction parce que c'est véritablement une 2e édition. Je dirais que 40% de nouveau matériel, c'est très différent. C'est très différent. C'est le même argument, mais plus poussé, plus sophistiqué
est mise à jour. Bon, il y a évidemment beaucoup de choses à dire sur ce livre et sur tout le raisonnement. Peut-être que je devrais revenir sur un élément d'abord, cette idée d'une structure profonde. C'est peut-être pas évident, mais je disais tout à l'heure que les chimpanzés ont une structure profonde, ont une structure sociale unitaire. Les gorilles en ont une, etc. Et donc, les humains pourraient en avoir une. La question, c'est pourquoi chez nous est-elle si peu visible? Bien, simplement insister sur le fait que c'est à cause que nous sommes les seuls à avoir ce qu'on appelle la culture cumulative. C'est-à-dire que nous avons la capacité de créer, de faire des innovations, de créer à partir d'idées ou de techniques ou de comportements, et non seulement d'innover et de créer de nouvelles choses, mais d'agencer ensemble des innovations pour en faire des nouvelles. Donc, c'est un processus cumulatif. Chez les chimpanzés, il y a une culture, il existe une culture, on le sait maintenant, elle est non cumulative par contre. C'est-à-dire que les chimpanzés vont avoir des traditions, mais qui sont extrêmement stables, qui ne changent pratiquement pas. En fait, on n'a pas été témoin de modifications de traditions, à ma connaissance. Et ils ne vont pas combiner des traditions pour faire quelque chose de nouveau et ensuite combiner ces nouveautés-là à d'autres nouveautés pour faire quelque chose d'encore plus nouveau. Ce n'est pas cumulatif. Donc, les fondements de la culture sont là. Puis ces fondements-là sont doubles. Un, c'est la capacité d'innover. Deux, c'est la capacité de copier ce que les autres font. Alors, les chimpanzés et bien d'autres espèces ont cette capacité-là. Ce sont des capacités cognitives, ils les ont. Donc, ils ont un rudiment de culture, une culture qu'on appelle non cumulative, parce qu'ils ont la capacité d'innover et de copier. Donc, quelqu'un invente une technique de pêche aux fourmis dans une termitière, d'autres observent, et ça devient une tradition. Mais ils ne pourront pas combiner cette tradition-là avec une autre pour faire autre chose. Et au niveau social, c'est aussi très limité, les traditions sociales. Ils peuvent, par exemple, inventer des façons de se toiletter. Il y a une technique de toilettage qui consiste, pour deux singes, à se tenir chacun par la main et se toiletter mutuellement l'aisselle. Bon, c'est banal, mais c'est une tradition culturelle. On la trouve dans certains groupes, on ne la trouve pas ailleurs. Donc, nous aurions, c'est l'hypothèse, une structure profonde comme les autres animaux, mais elle serait enfouie sous la diversité culturelle. Alors, je vais simplement préciser ça. Première grande question, c'était, OK, quelle est-elle, cette fameuse structure profonde? Quelle est-elle? Alors, je me suis mis à faire une comparaison systématique des primates et j'ai réalisé qu'un grand nombre de traits, et là, évidemment, on va en parler très longuement parce qu'il y a des catégories de traits qui ont des origines différentes, mais il y a des traits qui sont très, très anciens, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus récents, et il y a une histoire, il y a une séquence spécifique qui a donné lieu à cet assemblage particulier. Peut-être que je devrais, par contre, dire quelques mots pour commencer sur justement la nature de cette structure-là. Ça occupe une partie importante du livre. Si on se demande qu'est-ce qu'une société humaine par rapport à une société non humaine, c'est quoi la société humaine? Qu'est-ce qu'elle a d'original, de différent par rapport à toutes les autres sociétés de primates actuelles? Je regroupe ça en trois grands thèmes qui sont le système de reproduction, qui est mixte. Deuxièmement, une parenté qui est intégrale, je vais m'expliquer. Et troisièmement, des relations intergroupes qui sont extrêmement originales, qui sont de type fédératif. Fédéré plutôt. Le système de reproduction, rapidement, on a un système de reproduction qui est une espèce de composite de ce que d'autres primates font. Nous avons des rapports sexuels prolongés, des liens sexuels à long terme comme monogames ou dans des rapports polygynes, mais on a aussi des rapports sexuels à court terme, ce qu'on pourrait appeler de la promiscuité sexuelle. Or, chez les autres primates, vous trouvez tout ça, mais chez des espèces différentes. Le gibbon va faire des liens monogames, le gorille va avoir des unités polygynes, un mâle avec plusieurs femelles, les chimpanzés vont avoir une promiscuité sexuelle. Nous avons combiné ces systèmes de reproduction en un seul, et de façon encore plus précise, ce qui nous distingue le plus, c'est que nous sommes le seul primate qui formons des communautés de familles monogames. Il n'y a pas un autre primate qui forme des communautés de familles monogames. Quand il y a communauté de familles, ce sont toujours des groupes d'unités polygynes, comme les fameux babouins hamadryas dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire un groupe
formé d'un mâle avec 5 femelles, un autre mâle avec 6 femelles, et ainsi de suite. Mais nous sommes passés de la polygynie à la monogamie, ce qui est une grosse question, une question vraiment intéressante d'ailleurs que j'aborde en détail dans le livre. Donc, si je reviens là, aux grands éléments de notre structure unitaire, le système de reproduction est mixte et complexe. Deuxièmement, non seulement il est mixte, mais les unions sexuelles sont organisées. Ça n'existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire que chez les autres primates, ce sont les deux partenaires sexuels qui se rencontrent et qui décident entre eux d'être ensemble. Chez l'humain, on a le phénomène des arrangements maritaux. Les études transculturelles, statistiques transculturelles le montrent que c'est extrêmement répandu dans les sociétés de cueilleurs-chasseurs, sociétés horticoles, sociétés agricoles. Il y a des arrangements. Ces arrangements-là, évidemment, varient. Il y en a de toutes sortes. Mais le principe de l'organisation des unions par les parents est très présent. Au début, je me suis dit, ça doit être quelque chose qui est très, très culturel, c'est-à-dire qui est uniquement culturel, et je me suis rendu compte par des analyses plus récentes que même là, on trouve plein d'éléments biologiques fondateurs. Puis, dernier élément, toujours dans le système de reproduction, c'est que nous avons un système fondé sur la coopération entre l'homme et la femme, qu'on ne trouve nulle part ailleurs chez les primates. Chez l'être humain, d'abord, les enfants sont approvisionnés par leurs parents jusqu'à l'adolescence. C'est un phénomène uniquement humain. Les autres primates vont sevrer leur enfant vers 5-6 mois et ensuite l'enfant est complètement autonome. La mère, je disais, n'a jamais, chez les autres primates, de fardeau maternel, c'est-à-dire d'investissement maternel cumulé. C'est un enfant après l'autre. Chez l'humain, au contraire, parce qu'il y a approvisionnement des enfants, la mère va communément avoir un bébé, disons, qui est non sevré, un autre qui a 3-4 ans, puis un autre qui a 12 ans, puis un autre qui a 18 ans. Et donc, elle a un fardeau parental cumulé. Le fardeau parental est énorme, ce qui explique l'importance que jouent d'autres, en fait, ce qu'on appelle les alloparents, ou en fait, le père, mais aussi d'autres individus qui peuvent contribuer qui peuvent aider la mère dans les soins maternels. Donc, ce système de reproduction mixte, avec coopération des parents à cause du fardeau parental qui est disproportionné chez les primates, il n'y a pas d'équivalent, et où il y a arrangements maritaux est très, très original. L'autre élément, deuxième, c'est la parenté intégrale. Quand on regarde la parenté humaine, nous sommes le seul primate, et de loin, qui reconnaît ses apparentés autant du côté maternel que paternel. On reconnaît autant la lignée maternelle ou matrilinéaire que paternelle ou patrilinéaire. Chez les primates, c'est habituellement seulement que matrilinéaire. On reconnaît pas parce qu'on ne reconnaît pas le père. Donc, si on ne reconnaît pas le père, on ne peut pas reconnaître les apparentés du père. Donc, on reconnaît du côté de la mère. Et même du côté de la mère, c'est assez limité. Comme je le disais plus tôt, on va reconnaître les sœurs, la grand-mère, l'arrière-grand-mère. Mais les petites cousines, là, c'est hors du champ de la parenté reconnue. Donc, chez l'humain, c'est bilatéral ou bilinéaire. En plus de ça, nous avons des liens préférentiels avec nos apparentés indépendamment qu'il y ait corésidence ou non. C'est extrêmement original, ça aussi. Chez les primates, les rapports de parenté sont limités à ceux qui vivent ensemble. Dès que tu quittes ton groupe pour aller t'établir dans un autre groupe, il n'y aura plus de rapport, c'est fini. Et tu ne connaîtras pas les enfants de la mère ou du père qui a transféré. Tu ne les rencontreras jamais parce que les relations intergroupes sont plutôt hostiles. Et finalement, toujours dans la parenté, nous avons inventé la parenté affinale. Nous sommes la seule espèce de primates qui sommes capables de reconnaître les apparentés de nos conjoints et les conjoints de nos apparentés. Ce qui fait que nos systèmes de parenté sont d'une complexité inouïe par rapport à la complexité des systèmes de parenté primates ou des domaines de parentèle reconnus chez les primates. Et ça a bouleversé l'évolution humaine au plan social. Et finalement, le dernier élément, dans ma grande liste ma grande caractérisation de ce qu'est cette structure unitaire humaine profonde, c'est les relations intergroupes. Nous sommes la seule espèce où les groupes ont des rapports sociaux réels, c'est-à-dire dyadiques, interpersonnels entre des groupes qui sont, disons, normalement séparés. Et ça se passe par visite intergroupe. Alors que chez les primates, quand un animal quitte son groupe pour aller s'établir dans un autre, comme je le disais tout à l'heure, il vient de mettre fin au lien qu'il avait avec son groupe de naissance et ses apparentés.
Chez l'être humain, nous avons les premières structures de groupe fondées sur ce qu'on appelle des liens sociaux forts, des liens dyadiques persistants, et les premières fédérations, les premières structures fédérées, où on va avoir une espèce de système imbriqué, où deux groupes font partie d'une entité, qui avec deux autres groupes font partie d'une autre entité. Ces quatre groupes-là avec une autre entité, et ainsi de suite, on peut bâtir comme ça des systèmes hiérarchiques. Chez les primates, c'est beaucoup plus simple que ça. Il y a soit un groupe ou deux groupes qui circulent ensemble, mais qui n'ont pas de relation dyadique, c'est-à-dire il n'y a pas de rapport interpersonnel. Fait que la question, c'était, OK, tout ça, c'est nous, mais d'où ça vient? Est-ce qu'on a tout inventé? Puis comment ça a évolué? Alors, l'analyse a consisté à trouver, à déterminer lequel de ces caractères-là était, par exemple, des homologies ou des homoplasies, je vais m'expliquer, ou des adaptations spécifiques ou des caractères composites. Par exemple, certains de nos éléments, des éléments de notre société, comme l'évitement de l'inceste, sont des choses très anciennes, qui sont homologues, sont des mécanismes dont on a hérité très probablement, même sûrement, de nos ancêtres, de nos cousins primates plutôt, et dont ont hérité nos ancêtres. Mais d'autres éléments sont beaucoup plus récents. Je prends par exemple cette question de philopatrie mâle. C'est quand même intéressant de constater que nos plus proches parents, les chimpanzés, pratiquent la philopatrie mâle, c'est-à-dire la patrilocalité, alors que 70% des sociétés humaines pratiquent la patrilocalité. Il est plausible, ce n'est pas le seul trait, là. Il y a d'autres traits dont je parlerai, là, mais ce trait-là, il est plausible qu'il soit un trait homologue que nous avons hérité de notre dernier ancêtre commun avec le chimpanzé, c'est-à-dire non pas il y a 60 millions d'années, mais il y a à peu près 6 ou 7 millions d'années, qui va de pair, par exemple, avec le type de groupe que les chimpanzés forment, qui sont des groupes multimâles, multifemelles. Donc, il y a des traits dans la configuration de traits de l'exogamie réciproque qui semblent venir de nos derniers ancêtres, en fait, des ancêtres qu'on a avec les primates dont on est les plus proches parents, les chimpanzés. Mais il y a d'autres traits plus anciens qui nous viennent de bien avant ça. Et ce que je développe beaucoup dans le livre, qui est particulièrement important, c'est qu'il y a beaucoup d'autres traits qui n'avaient jamais été étudiés par les primatologues dans ce sens-là, qui sont beaucoup plus complexes, qui sont des traits composites, comme par exemple la parenté patrilinéaire, la capacité de reconnaître les apparentés patrilinéaires. Il n'y a pas un autre primate qui fait ça. Nous sommes les seuls à le faire. Et cette capacité de reconnaissance de parenté patrilinéaire semble être un trait composite, c'est-à-dire un trait qui serait le résultat, et là je le dis en termes quantitatifs, mais je ne peux pas tous les énumérer, mais il y a une dizaine de composantes élémentaires qu'on trouve chez les autres primates qui, lorsqu'elles sont mises ensemble, vont générer un système très primaire de parenté patrilinéaire. Un système de parenté patrilinéaire, c'est-à-dire où on reconnaît les apparentés selon la ligne paternelle et avec lesquels on a des rapports préférentiels. C'est ce que j'appelle un trait composite complexe. Les anthropologues et les primatologues avaient toujours... En fait, ils étaient partis du principe que si on ne retrouve pas un trait chez les primates, il ne peut pas avoir de base biologique. Or, on peut trouver que certains traits humains complexes qui ne sont pas présents chez d'autres primates ont néanmoins des origines biologiques parce qu'ils se décomposent en éléments qui, eux, sont présents chez les primates. Si vous me suivez. Là, évidemment, tout ça est décrit en détail dans le livre. Et c'était la même chose pour les arrangements maritaux. Les arrangements maritaux, qui sont vraiment un phénomène, ce sont des construits culturels au sens où il y a énormément de variabilité culturelle. Et bon, justement, comme les règles varient, que ce soit le lévira, le sorora, l'échange des sœurs ou le prix de la mariée et tout, il y a toutes sortes d'arrangements qui font partie de la grande catégorie des arrangements maritaux. Il y a tellement de variabilité culturelle qu'à prime abord, ça apparaît quelque chose qui est entièrement créé. Mais récemment, j'ai écrit un article sur le sujet qui est paru dans Current Anthropology, où j'ai développé l'idée que
les arrangements maritaux sont des traits qu'on pourrait appeler cognitivement générés. C'est-à-dire qu'on part de plusieurs capacités primates, mais on ajoute certaines capacités cognitives qui sont spécifiquement humaines. Et là, apparaissent de nouveaux éléments. Comme par exemple, nous avons la capacité de faire de la réciprocité conditionnelle, de dire « je te donne ceci à la condition que tu me donnes cela ». Les primates font de la réciprocité, mais ils ne semblent pas être capables de faire de la réciprocité conditionnelle. Ils échangent, mais ce n'est pas conditionnel. Autre trait fondamental, peut-être plus important, nous sommes la seule espèce de primate chez qui un individu peut dire à l'autre quoi faire grâce au langage. Il y a moyen de contrôler le comportement des autres. Notamment, les parents peuvent contrôler le comportement de leurs enfants dans toutes sortes de domaines. Ça peut être arrête de te chicaner, ça peut être aussi contribue aux activités alimentaires, mais ça peut être aussi de dire je n'aime pas ce partenaire que tu as comme partenaire potentiel de mariage. Alors, quand on met ces nouvelles capacités cognitives ensemble, notamment le contrôle que j'appelle instructionnel des autres, que les parents peuvent exercer avec leurs enfants, la capacité à la réciprocité conditionnelle, un autre phénomène qu'on appelle la théorie de l'esprit. Bon. Quand on met tout ça ensemble et qu'on intègre ça à certains éléments que je n'ai pas expliqués, mais qui sont des composantes primates, on arrive très, très, très près d'une forme très primitive d'arrangements maritaux. C'est évidemment expliqué en détail dans le livre et dans d'autres articles. Je ne peux pas, à ce stade-ci, rentrer dans les détails. Mais ce que je voulais dire, c'est que, et je pense que c'est ça le message très important, c'est que la primatologie nous permet de comprendre l'origine de traits humains que nous sommes les seuls à avoir. Parce que ces traits-là se décomposent en éléments plus simples qui sont présents chez d'autres primates, mais jamais sous la bonne combinaison. Nous, en fait, notre originalité, c'est d'avoir fait des combinaisons nouvelles avec du vieux, avec des vieux matériaux, et qu'on a enrichi avec des capacités cognitives beaucoup plus poussées. Alors, c'est ce que je décris dans le livre Primeval Kinship, qui s'appelle en français Lien de sang. Évidemment, je n'ai pas parlé ici de toute l'histoire de la mise en place de ces traits-là, ce qu'on pourrait faire plus tard.